Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce jeudi 23 juillet 2015. L'ambassadeur de la République de France dans notre pays a quitté le Niger depuis le 16 juillet dernier. Antoine Amfré a été rappelé par la République française. Des supputations ont tourné autour de son départ, certains avançant que le diplomate français était très critique à l'égard du gouvernement actuel, ce pourquoi le dit gouvernement a exigé de la République française du Quai d'Orsay notamment son rappel hier dans un communiqué de presse. Le ministère nigérien des Affaires étrangères et de la coopération de l'intégration africaine a tenu à apporter quelques éclaircissements sur ce départ de l'ambassadeur de France dans notre pays, M. Antoine Amfré. Le résumé de ce communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères avec Hassan Saleh Mustafa. C'est un des sujets à la une des débats au Niger depuis quelques jours. Le départ de l'ambassadeur de France au Niger, Antoine Amfré, avec qui le courant ne passerait pas avec les autorités de la 7e République. Dans un communiqué en date du 23 juillet 2015, le ministère nigérien des Affaires étrangères a apporté un démenti catégorique. Selon ce communiqué, le départ de l'ambassadeur de France procède d'une décision souveraine des autorités compétentes françaises qui ont décidé de lui confier de nouvelles missions à Paris, en l'occurrence la fonction d'ambassadeur des sports au Quai d'Orsay. En effet, conformément aux termes de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, les États accréditants gardent la liberté de mouvement de leur personnel diplomatique, précise le communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères qui tient à notifier que conformément aux traditions d'hospitalité du Niger, il veille à ce que le corps diplomatique accrédité au Niger exerce ses missions dans l'esprit et la lettre de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et aussi dans la sécurité et la sérénité optimale. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur relève qu'à aucune des réunions du cadre de dialogue politique qui regroupe au terme de l'accord de Cotonou, article 8, la ministre des Affaires étrangères, les ambassadeurs de l'Union européenne et la délégation de l'Union européenne au Niger, un ambassadeur n'a exprimé de crainte quant aux conditions de préparation ou d'organisation des élections générales prévues au Niger en 2016. Les ambassadeurs membres du cadre du dialogue politique ainsi que les autres membres du corps diplomatique bilatéraux et multilatéraux ont toujours salué les bonnes dispositions du gouvernement à créer les conditions d'organisation par la Commission électorale nationale indépendante CENI d'élections libres et transparentes conformément aux instructions fermes du président de la République Issoufou Mahamadou. Du reste, il y a lieu de rappeler qu'au Niger, tout processus électoral fait l'objet d'un consensus de toute la classe politique regroupée au sein du Conseil national de dialogue politique CNDP, gage d'élections crédibles et ouvertes, indique le ministère nigérien des Affaires étrangères qui vient ainsi mettre fin aux allégations relatives aux conditions de fin de mission au Niger de l'ambassadeur de France Antoine Amfré. Dans l'actualité de ce jeudi, il y a aussi ce verdict du tribunal de grande instance hors classe de Niamey dans le cadre de l'affaire des fuites des épreuves d'histoire, géographie et de mathématiques à la session 2015 du baccalauréat dans notre pays. 16 personnes, vous le savez, ont été interpellées, puis placées sous mandat de dépôt au niveau de la prison civile de Niamey. 16 personnes, en majorité des élèves. Ce matin, donc, le tribunal a décidé de la peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 exceptions près pour ces 16 personnes. 6 mois donc d'emprisonnement, dont 2 fermes. Parents d'élèves et structures estudiantines s'indignent de cette décision qui est injuste selon eux. Le résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Assoumana China. C'était une ambiance d'émotion, de déception et de colère ce matin au palais de justice de Niamey après le verdict du procès sur l'affaire de fraude au baccalauréat session 2015. 6 mois d'emprisonnement, dont 2 mois ferme et 4 mois avec sursis, c'est la peine requise contre 16 élèves inculpés dans cette affaire. Les parents sont atterrés. J'ai entendu la sentence par rapport aux jeunes gens. C'est des adolescents. Parmi eux, certainement, il y a des très jeunes, ils ne savent pas le degré d'implication judiciaire. C'est pour la première fois que ce cas se vit au Niger. C'est bien bon que l'État régule la situation républicaine,
Et la justice doit un peu mettre de l'eau dans le verre, parce que selon les degrés d'implication, il faut faire conséquemment. Parce que ça froid certains degrés de famille, où le petit est venu, il a pris avec son petit copain, il ne sait pas de quoi il s'agit, il l'a dans la poche, et il est, par incident, il est vécu ce cas-là. Donc vous voyez, il se pourrait qu'il y ait des mineurs parmi. Donc c'est vrai, il faut sanctionner. Il ne faut pas laisser dans une nation des trucs comme ça. Mais pour les élèves, toujours à n'est que lorsqu'il y a fuite, il faut annuler le sujet et reprendre. L'Union des scolaires nigériens se dit également dessus par la manière dont cette affaire est gérée. Si aujourd'hui, il y a eu fraude ou fuite au niveau du baccalauréat au titre de l'année 2014-15, c'est bien évidemment les personnes qui sont chargées de l'organiser et qui sont chargées de distribuer ces épreuves. De mon point de vue, en interpellant les élèves, c'était pour savoir qui leur a donné, pas pourquoi ils ont donné à quelqu'un. Et nous demandons à ce que les personnes qui sont fortement impliquées, parce qu'en réalité, nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Si des innocents vont être arrêtés, je me demande aujourd'hui, nous sommes dans quel pays? À partir du moment où les véritables responsables ne se sont pas sentis inquiétés jusque-là. Nous n'allons pas continuer à rester les bras croisés et nous demandons l'appui de toutes et de tous pour que justice soit davantage faite dans ce pays. On ne peut pas continuer à ce que, parce que si de telles pratiques sont cautionnées, ça veut dire que l'année passée, on verra pire que cette année. Les élèves sont donc reconduits en prison. Pendant ce temps, l'opinion reste vigilante et attend à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire, car elle ne relève pas de la seule faute des élèves. Les principaux auteurs doivent être également retrouvés et punis conformément au texte de la République. Voilà, Soumana, il faut ajouter que le conseil d'avocats de ces 16 personnes a décidé d'interjeter appel de cette décision du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Et c'est au moment où le tribunal justement rendait le verdict dans cette affaire que le gouvernement tirait le bilan de l'année 2014-2015 sur le plan éducatif. C'était au cours d'une conférence de presse ce matin à la primature, animée par la ministre en charge des enseignements secondaires et son homologue des enseignements professionnels. Retrouvons notre équipe composée de Ibrahim Abdou et Assoumana China pour le compte-rendu. Cette conférence de presse présidée par le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, vise à présenter le bilan de l'année scolaire 2014-2015 après les différents examens au niveau de l'éducation nationale. Occasion pour la ministre des enseignements secondaires assurant l'intérim de son homologue de l'enseignement primaire d'évoquer les avantages de la suppression du CEF-EPD. En 2014, sur un effectif de 315 377 candidats présentés, 301 079 ont composé et 154 998 sont déclarés admis en classe de 6e, soit un taux de réussite de 51,48%. Résultat des évaluations de 2015. Sur un effectif de 383 814 élèves inscrits au CM2, enseignement traditionnel et enseignement franco-arabe, 363 232 élèves ont composé, 199 883 ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 5 sur 10, soit un taux de 55,03% pour l'ensemble du pays. Donc là, on note une progression par rapport aux résultats de 2014. Quant au ministre des Enseignements professionnels et techniques, il a présenté les résultats du CAP et du BP de la session 2015. Au CAP, cette année, nous avons eu 424 candidats contre 377 en 2014. Au BEP, nous avons eu 2515 candidats contre 2766 en 2014. Sur les 424 candidats qui se sont présentés au CAP, il y a 123 filles, soit 29% des candidats. En ce qui concerne le BEP, il y a eu 732 filles qui se sont présentées au BEP, soit 27,59%
des candidats. Pour les résultats proprement dit, au Cap, sur les 409 candidats présents, 266 sont admis, soit un taux de réussite de 65,04%. Au BEP, 2429 candidats étaient effectivement présents. On a enregistré l'admission de 1455, ce qui représente un taux de réussite de 59,90%. Plusieurs questions relatives aux préoccupations de l'école nigérienne ont été posées par les journalistes, questions auxquelles les ministres ont apporté des réponses. Voilà justement les résultats globaux définitifs de ces différents examens scolaires ont suscité des réactions dans le monde de l'éducation de notre pays. Nous allons vous proposer ce soir celles qu'ont suscité les résultats pour le brevet d'études du premier cycle, session de juin 2015. Les structures syndicales du secteur de l'éducation ont réagi et le résumé de leur réaction avec notre équipe de reportage composée de Chebou Guisso et Souley Barma. 45,87%. C'est le taux d'admission des candidats au BPC session de juin 2015. Annoncé mercredi dernier par les responsables en charge des enseignements secondaires, ces chiffres sont diversement appréciés par les syndicats de l'enseignement. Le syndicat national des enseignants du Niger qualifie ces résultats de positifs. Un succès dont le mérite revient aux enseignants, précise le SNEN. Nous avons constaté effectivement qu'il y a une augmentation en termes du nombre, donc du taux d'admission, qui est passé de 26 à 45%. C'est quelque chose en tout cas de positif, et même si ça cache certaines disparités qui n'apparaissent pas effectivement dans la présentation de ces résultats-là. C'est à quoi nous sommes attelés. En tout cas au niveau du Sénat, nous avons demandé à nos structures de concentrer, de faire le point. Il faut se réjouir quand même du fait qu'il y a une contribution appréciable des enseignants du Niger qui ont conduit les activités d'enseignement pendant toute l'année, malgré certaines difficultés qu'ils ont rencontrées, qui aujourd'hui a permis d'avoir effectivement un taux, même s'il ne satisfait pas en tout cas l'opinion d'une manière générale, mais il faudrait quand même qu'il y ait une augmentation, parce que l'objectif ici, ce n'est pas de s'arrêter à 45%, c'était vraiment d'aller à un taux où on dépasserait au moins les 50%. Le syndicat national des enseignants du secondaire, quant à lui, ne voit pas de raison de comparaison entre les résultats obtenus à la session du BPC de 2014 et ceux enregistrés en 2015. À ce sujet, le SNES relève quelques irrégularités de procédure. L'année passée, c'était autour de 26%. Cette année, on est passé sensiblement à 46%. Donc, on peut dire qu'il y a eu un bond. Mais vous savez, il ne faut pas qu'on verse dans la démagogie. Ce bond-là s'explique. Ce bond s'explique par le fait que l'année passée, donc au BPC de l'année passée, on a repêché les élèves au deuxième groupe à 7,50 de moyenne. 7,50 de moyenne. Mais cette année, on a repêché à 7 de moyenne. Donc vous voyez, en réalité, il n'y a pas de base de comparaison. Parce que pour qu'on puisse comparer, il faut qu'on ait un dénominateur commun, comme on dit. Si on avait repêché à 7,50 de moyenne, là, on aurait pu apprécier le bond qui a été fait. Et même ça, vous savez, ce qui est prévu par le décret portant réforme du BPC de 2007, c'est que l'élève qui doit aller au deuxième groupe, il faut qu'il ait 8 sur 20 de moyenne. 8 sur 20 de moyenne. Donc pour apprécier l'efficacité de notre BPC, en fait de nos écoles, il aurait fallu que le ministre en charge de l'enseignement secondaire donne le pourcentage au cas où on a appliqué les 8 sur 20. C'est qu'en réalité, on a peur de donner les vrais résultats. Le gouvernement doit redoubler d'efforts dans ses rapports avec les acteurs clés de l'éducation, qui, à leur tour, se doivent de faire plus de sacrifices pour l'amélioration des résultats aux examens scolaires à tous les niveaux.
Enseignement encore, enseignement supérieur cette fois-ci avec la tenue hier à Tillabéri d'un atelier national de validation des curricula de l'université de la dite région, une université qui va ouvrir ses portes en septembre prochain avec une faculté de sciences agronomiques et de l'environnement et un institut de technologie, universitaire de technologie agroalimentaire. Envoyés spéciaux à Tillabéri, Aboubakar Souley et Adamou Soumana. Des universitaires nigériens venus des différents horizons du pays et certains de leurs homologues de la sous-région, en l'occurrence du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Sénégal, se retrouvent par la présente rencontre pour réfléchir sur l'avenir académique de l'université de la région du fleuve en gestation. Il s'agit entre autres de proposer les grandes lignes de programme et formation des facultés de l'université de Tillabéri pour les 3 premières années afin de permettre aux étudiants d'atteindre les profils à même de répondre aux besoins du pays. Occasion pour le recteur de cette nouvelle université de présenter son institution. L'université de Tillabéri est constituée de sa création de 7 entités. Un institut universitaire de technologie, une faculté des sciences et techniques, une faculté d'agronomie, une faculté des lettres et sciences humaines, une faculté des sciences de la santé, une faculté des sciences économiques et juridiques, une faculté des sciences de l'éducation. Pour le démarrage de ces activités académiques et scientifiques, l'université de Tillabéri va accueillir ses premiers étudiants dès le mois de septembre prochain dans 2 établissements de formation, une faculté des sciences agronomiques et de l'environnement et un institut universitaire de technologie agroalimentaire et nutritionnelle. Quant au représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, en présidant l'ouverture de cet atelier, il a de prime abord souligné l'importance du choix de Tillabéri pour abriter cette université tout en recadrant l'objectif de la rencontre. L'atelier a pour objectif d'aider l'Université nationale de Tillabéri à disposer d'une esquisse de référentiel de formation. Plus spécifiquement, il s'agit, au cours de cette rencontre, d'échanges et de partage en vue de déterminer les filières à ouvrir prioritairement dans les 2 ou 3 années à venir, décrire les métiers et débouchés des personnes formées selon leur niveau pour chaque niveau et filière de formation, définir les compétences et les connaissances à acquérir par les étudiants, tracer les grandes lignes du programme pour la durée de la formation et la progression annuelle à observer. Et enfin, définir les conditions et les mesures d'accompagnement pour l'implantation des différentes filières retenues. Pour leur part, les responsables administratifs et politiques de Tillabéri se sont réjouis du choix de leur localité pour abriter l'université et l'Institut universitaire de technologie. Ils ont par la même occasion rassuré l'assistance de leur soutien sans faille pour l'éclat de ce haut lieu d'acquisition du savoir et de la recherche. Peu après cette cérémonie protocolaire, les participants à cet atelier se sont retrouvés à travers 2 commissions, dont l'une pour la faculté et l'autre pour l'Institut, afin de se pencher sur les curricula. Éducation encore, mais cette fois-ci dans le domaine de la santé. Les enseignants de l'École nationale de santé publique ENSP de Niamey sont en grève depuis quelques temps pour réclamer le paiement de leur salaire de plusieurs mois. La conséquence de cette grève, c'est que les enseignants décident de bloquer la transmission des dossiers des élèves et étudiants de l'ENSP de Niamey qui doivent aller en examen de certification au début du mois d'août prochain. Conséquence donc, les élèves sont mécontents. Ils ont tenu à le faire savoir ce matin dans un point de presse que je propose de suivre, dont je propose donc de suivre le résumé. Les problèmes s'enchaînent à l'École nationale de la santé publique ENSP de Niamey. Après les mouvements de grève et sitting observés par les personnels de l'ENSP de Niamey pour réclamer entre autres les primes d'encadrement et autres indemnités. C'est au tour des élèves et étudiants qui voient leur avenir menacé de monter au créneau pour exprimer leur mécontentement face au blocage de leur dossier académique. Le point de presse aujourd'hui est fait suite à une situation de crise que nous connaissons. Nous n'avons pas à faire la genèse de la situation parce que déjà, les enseignants, ils ont eu à faire des manifestations et que la presse les a approchés. Donc, c'est un problème qui ne nous concerne pas. Nous n'allons pas rentrer dans ces détails-là. Mais en somme, ce que nous pouvons dire, c'est que l'ENSP est un EPA. Qui dit EPA parle d'autonomie de gestion. Et donc, c'est cette gestion-là qui a conduit à la situation actuelle que nous connaissons.
Donc, suite à des multiples manifestations que le personnel de l'ENSP avait menées, un protocole d'accord a abouti le 19 juin 2015. Et suite au non-respect du dit protocole, les enseignants ont continué le débrayage et dans le débrayage, n'est-ce pas, nos dossiers ont été bloqués. Ce qui compromet la participation des élèves et étudiants finalistes à l'examen unique de certification qui aura lieu probablement le 5 juin. Une situation qui inquiète les élèves et étudiants à 2 semaines de leur examen. La conséquence de cette crise qu'il y a au niveau de l'ENSP va faire en sorte que, je le disais tantôt, nos camarades ne vont pas pouvoir participer à ces examens de certification. Ce qui aura toujours pour conséquence qu'au lieu de 3 ans de formation, nos camarades vont faire 4 ans de formation. Il faut aussi dire qu'en plus des souffrances qu'endurent les directs, notamment à travers le paiement intégral de leurs parents, de leurs frais, les étudiants professionnels, eux, ensuite vont être pénalisés parce que leur position de stage est de 3 ans. Quand ils vont faire 4 ans, ils vont être dans une situation irrégulière. Ils seraient venus à l'ENSP pour rien, retourner comme ils sont venus et perdre 4 ans bêtement. Gageons que d'ici le 5 août prochain, date du démarrage des examens de certification, la situation va se décanter à l'École nationale de la santé publique à ENSP Niamey. Les secrétaires généraux des différents ministères du Niger ainsi que leurs adjoints sont en séminaire de formation de renforcement de leurs capacités en matière de bonne gouvernance institutionnelle. C'est une activité qu'organise le Haut Commissariat à la modernisation de l'État avec l'appui de son partenaire, la coopération technique belge. Le séminaire va se dérouler, donc puisque c'est terminé, s'est tenu donc sous forme d'une conférence avec comme thème comment assurer une bonne gouvernance institutionnelle dans les différents ministères. On fait le point avec nos reporters Soumel Abdoulaye et Nafissa Adamou Sirfo. Avec pour objectif général de contribuer à la promotion d'une gouvernance administrative de qualité, ce séminaire destiné aux secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des ministères vise un renforcement de leurs capacités en matière de gouvernance institutionnelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, la gouvernance est devenue en vogue parce qu'elle est préconisée par la plupart des institutions à l'échelle internationale. Mais la problématique, c'est que cette gouvernance n'est pas très bien comprise par les responsables. Donc généralement, on confond entre gouvernance et gestion. Alors l'objectif maintenant de cette conférence-là, c'est de pouvoir mettre le point et la différence qui existe entre la gestion et la gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, la gouvernance, c'est l'élaboration d'un certain nombre de référentiels qui vont permettre une meilleure gestion pour un établissement public ou privé. Alors aujourd'hui, j'ai en face de moi un certain nombre de secrétaires généraux adjoints, donc c'est quand même des décideurs nationaux. Et ces décideurs-là, ils ont besoin de connaître un petit peu cette différence-là et connaître un petit peu qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en matière organisationnelle par rapport à leurs institutions. Les attentes, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, par rapport donc aux préoccupations quotidiennes, donc avoir effectivement les éléments pour donc assurer une bonne gouvernance. Donc c'est des activités de renforcement continu des capacités des acteurs. C'est une très bonne approche, donc qui permet effectivement donc d'actualiser les connaissances, qui permet également d'alerter les différents décideurs donc sur leur mission, leur rôle. Et évidemment, c'est un très bon accompagnement dans le cadre donc de la qualité des services. Organisé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, ce séminaire a bénéficié de l'appui financier de la coopération technique belge à travers le programme d'appui à la réalisation des études Constance Parec. Ce programme permet d'apporter des aides ponctuelles en termes d'études, d'expertise et de formation aux différents ministères nigériens. Nous sommes principalement actifs dans le domaine de l'élevage et de la santé. Et là, nous avons des appuis institutionnels et le PAREC est un outil qui nous permet de faire des appuis plus ponctuels en faveur d'autres ministères. Au terme de ce séminaire d'une journée, les participants seront dotés d'outils et techniques d'une bonne gestion de projet, leur permettant de maîtriser la démarche conduisant à la gouvernance stratégique.
Refermons cette édition avec la clôture d'un autre séminaire. C'est le séminaire régional sur l'accès aux médias en période électorale qui s'est donc refermé hier après-midi à l'hôtel de Gawé de Niamey. C'est un séminaire qui a été organisé par le réseau des instances africaines de régulation de la communication, le RIAC. Le compte-rendu de cette cérémonie de clôture avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Zakou. C'est sur une note de satisfaction générale qu'ont pris fin les travaux du séminaire régional sur l'accès aux médias en période électorale. Occasion pour le président en exercice du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC de revenir sur les conclusions tirées au cours des échanges de ces 2 jours. Nous avons relevé que nos instances de régulation accordent des plages horaires à tous les candidats après concertation avec les concernés ou leur formation politique. L'accès est soit égal ou équitable selon les types de scrutin. L'ordre de passage donc des messages est déterminé par tirage au sort, etc. Nous avons aussi relevé la question de la publicité électorale payante sur les médias publics, qui est autorisée dans certains pays et qui ne l'est pas dans d'autres. La diffusion des résultats par les médias directement à partir du bureau de vote, avant même celle de la commission chargée des élections. Certains pays l'autorisent, d'autres non. Et enfin, la question des candidatures indépendantes aux élections législatives. Des motions de remerciement et recommandations ont été formulées par les participants. Les participants au séminaire régional du RIAC recommandent 1. À la présidence en exercice et au secrétariat exécutif du RIAC de répertorier et de partager les bonnes pratiques en matière de régulation des médias en période électorale relevées au cours du séminaire. Aux instances de régulation membres du RIAC d'intensifier les échanges d'expériences au niveau bilatéral entre les instances membres du RIAC dont les pays organisent des élections, de contribuer à l'organisation d'élections libres, honnêtes et transparentes dans leurs pays respectifs à travers une régulation indépendante et équitable des médias en période électorale. À noter que ce séminaire régional sur l'accès aux médias en période électorale a vu la participation de 110 participants venus de 11 pays membres du RIAC. Une photo de famille pour immortaliser cette rencontre a clos les travaux. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.